Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait ta merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, faut pas venir aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'ombre du moustoir. D'Archeville. Et but de Darcheville. Oh, attention à cette remise. La but exceptionnelle de Benrahma. Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Papion. Pour le football club de Lorient, Van Wesley. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3-2. L'équipe de 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Maxi Douaris. Le voilà, le ballon derrière de Maxi Douaris face à Tchalik qui va trouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Le moral, pourquoi ne pas tenter sa chance? Et Lorient qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok de la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Avec Ponceau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, et c'est parfait, pim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne, oui, vous l'entendez dans ma voix, j'ai le sourire, ça fait longtemps, on se disait en off avant de commencer l'enregistrement, ça fait au moins depuis le mois d'août qu'on n'a pas pris l'antenne avec des bonnes nouvelles. Donc ça fait plaisir. Le FC Lorient vient donc d'enchaîner 2 victoires consécutives, c'est incroyable. On vous avait laissé juste pendant le Ferry Time sur un retourné de Ayou qui nous avait crucifié au moustoir. Voilà que le FC Lorient enchaîne les victoires et vient de s'imposer ce week-end 2-0 face au Stade de Reims. Qu'est-ce qui a changé au FC Lorient? C'est la question à laquelle nous allons répondre avec l'équipe de la taverne. On commence par Lucas. Salut Lucas. Salut les gars. Je sens la joie aussi dans ta voix, ça fait vraiment plaisir. C'était absolument ironique. Que je suis pas venu, on avait plein de choses à dire. Il est rouillé. Pierrot également est là, ça va mon Pierrot? Ça va, présent au stade lors des 2 dernières victoires, donc impeccable. Et puis il semblerait que la malédiction des Merlus de Paris s'éloigne. Ils ont enfin vu non pas une mais 2 victoires depuis. C'est incroyable. Depuis le Truskel, c'est ça? Exactement, le Truskel, ouais. 2 victoires. C'était super ambiance en tout cas. Bah ouais, ils n'étaient pas habitués aux Merlus de Paris. Ouais, non, c'est clair. On est un peu la guigne et on remercie du coup Pierrot qui nous a suivis pendant cette traversée du désert en remettant à chaque fois remuant le couteau, on l'appelait. Parce que vous avez commencé petit à petit, vous avez commencé à célébrer des buts, déjà qu'on n'en marquait pas beaucoup, et maintenant vous célébrez des victoires, tu vois. Non mais step by step. Prochaine étape, la Coupe de France l'année prochaine. La légende dit qu'ils ont célébré le but de Ayou, parce que quand même ça fait 1 point, donc il faut bien se réjouir de quelque chose. Bref, vous avez reconnu Raph qui est avec nous également. Du coup, j'allais vous poser la question, allez, on revient sur le match de Reims, qu'est-ce qui a été, etc., etc. Je vous propose de prendre un angle un petit peu différent dans cet épisode de la taverne. On va se poser une question, qu'est-ce qui a changé depuis la fin du mercato? Alors évidemment, il y a eu des arrivées, on reparlera de ce mercato, mais il y a plein de choses à raconter. Raph, pour toi, quel est l'élément principal? Qu'est-ce qui fait que cette équipe, aujourd'hui, elle fait plaisir à voir et en plus, elle gagne? Je dirais que c'est la mentalité, parce que en soi, on a une équipe qu'on retrouve, on va dire, plutôt offensive, qui fait les efforts. Il y a aussi de la qualité technique, avec des joueurs aussi qui n'ont pas peur aussi de se montrer et qui ont tout à prouver. Donc je dirais que c'est surtout dans les têtes, surtout que ça a changé. Je pense que les hommes de base du système, on retrouve des gens qui arrivent avec de la fougue, de l'envie, de l'entrain, et donc je pense que ça les rebooste aussi. J'ai pas forcément besoin de citer ces noms-là, je pense que vous les avez reconnus. Ouais, c'est des cadres qui aujourd'hui reviennent aussi à leur plus haut niveau et qui se révèlent être de nouveau des cadres, et surtout l'osmose reprend, et je trouve qu'il y a un autre point qui est important à souligner, c'est qu'on rejoue au football, quoi. Donc pour les supporters c'est aussi assez sympa.
De nouveau on frappe, de nouveau on cadre, de nouveau on joue au foot. Il y a un peu plus de construction et on voit enfin de vrais pistons capables de faire trembler les côtés du système lorientais. Donc ça, c'est plutôt aussi assez intéressant parce que ça a été rare de voir le système à 5 aussi bien fonctionner, je trouve. Lucas, sur ce match, ces 2 derniers matchs, donc le déplacement à Metz, on rappelle, victoire 2-1, et la réception du Havre 2-0. Qu'est-ce que tu as vu de différent, ou comment est-ce que tu expliques ces différences? Déjà, un secteur clé, c'est le milieu de terrain, où au final, c'est comme s'il y avait 2 recrues avec Kari et Louza, parce que Kari n'a pas joué de la première partie de saison, il a joué 30 minutes, 60 minutes, et Louza qui s'est adapté à une vitesse éclair, que ce soit il est à la fois décisif, mais aussi dans le jeu, il apporte vraiment de la maîtrise et de la confiance à toute l'équipe. Donc vraiment, pour moi, c'est ce secteur clé qui nous faisait... Alors certes, il y avait Abergel qui faisait la différence, qui était quand même dans sa saison, mais il a vraiment remis en confiance tout le monde. Et derrière, ça permet de contrôler le match, ce qu'on n'arrivait pas du tout finalement à être en phase haute, depuis le début de saison. Ouais. Et maintenant, on y arrive parce qu'il y a des joueurs qui savent casser les lignes, qui savent amener la verticalité, qui savent contrôler le match. Et voilà. Donc ça a eu un effet d'ensemble. Et comme l'a dit Raph, les pistons, finalement, le Brise a, via ce mercato, trouvé les profils qu'il cherchait. Il s'est peut-être trompé cet été et l'hiver dernier sur les profils en tout cas, il n'a pas réussi, les joueurs n'ont pas réussi à prouver ce qu'il valait. Et là, ça a marché directement. Donc voilà. Je vois Pierrot qui opine du chef. T'es d'accord, Pierrot, ce dernier mercato vient corriger un mercato de janvier 2023 et août 2023 raté? Quand tu regardes le mercato un peu 6 mois après, tu te dis que le mercato d'été, on l'a complètement loupé, j'ai envie de dire. Et c'est là où tu vois que d'avoir pris un Louza cet hiver, c'est quelque chose qui te manquait déjà cet été, parce qu'au final, t'as pas trop remplacé le fait. T'as comblé par d'autres joueurs avec d'autres profils différents, mais t'as pas comblé le manque de le fait avec à peu près le même profil que peut avoir Louza, créatif, tout ça. Donc c'est quelque chose que t'as corrigé cet hiver, et même en termes de pistons et d'attaquants, je pense qu'avec le budget qu'on avait, le nombre de joueurs, on pouvait pas combler tous les manques, mais c'était peut-être les 3 points où le staff avait considéré la plupart des postes à combler, ce qui a été fait, et pour l'instant ça porte ses fruits parce qu'on voit totalement un autre visage. Et j'ai même envie de dire, pour répondre à la question de départ, la mentalité. Tu vois sur le terrain, t'as des têtes hautes, t'as pas de tête basse, t'as pas de joueurs qui font la gueule. Des têtes hautes et fières. C'est ça, allure guerrière. Exactement. Et j'ai envie de dire, t'as des joueurs pas Boulet, parce que franchement, Fèvre, c'était un bon joueur, mais je pense que le fait qu'il soit parti avec il avait un peu de boulard. Très peu. Je pense que ça joue un peu perso, ça choisissait ses matchs, et je pense qu'en fait le départ de 2-3 joueurs, mine de rien, ça apporte autre chose dans la mentalité, et tu vois tout de suite. Tu vois des sourires et tout, enfin, c'est quelque chose qu'on voyait plus. Raph, tu voulais intervenir? Non, je pense qu'on a résumé un petit peu tout, puisque on récupère quand même un neuf qui s'est montré super habile devant le but. On a Louza qui, je pense, est l'homme clé aujourd'hui dans la capacité à faire, comme l'a dit Lucas, cette transition offensive, et d'être capable de bien construire au milieu. Enfin, c'est un vrai 8 à mon sens, et qui aide énormément à Bergel aussi à se délester de certaines tâches, notamment sur les transitions, et du coup à réaliser un gros abattage. Je pense que, comme l'a dit Pierrot, c'est peut-être en effet le profil qui ressemble le plus à Lefebvre, mais pour moi il n'y a pas que sa palette offensive, il y a aussi l'abattage en pressing que Louza a énormément, et puis en fait avec cette équipe là, comme l'a dit aussi Lucas,
Carry qui vient compléter le milieu avec aussi ce triangle qui se trouve super bien, on oublie certains joueurs. En fait, ça doit faire très très mal à un Makengo aujourd'hui qui n'a pas réussi à percer ce plafond de verre et à faire sa place alors que c'était le même système. C'était le même système, c'était le même projet, mais juste dans ce poste de 8, alors qu'il était recruté pour ça ne fonctionnait pas. Donc, puis on fait un super. Pour l'instant, on n'est que sur 2-3 matchs, mais du coup, c'est vrai qu'un 4 séries sur le côté, je me dis quand t'as Yongwa à gauche et 4 séries à droite, et je trouve que Le Brise a plutôt bien fait le taf sur son côté gauche. Mais t'as Yongwa 4 séries sur les côtés, c'est des vrais pistons pour le coup. Très clairement, c'est assez costaud. Donc trois bons défenseurs, plus du coup, comme l'a très bien dit Lucas, le côté je tiens le milieu de terrain et je suis sûr de mes forces au milieu, notamment sur une bonne qualité de pressing. C'est sûr que ça soulage l'arrière-garde et c'est aussi pour ça qu'on prend un peu moins de buts dernièrement. Donc il y a un équilibre en fait qui s'est recréé. Je pense que je reviens pas sur ce que j'ai dit, Pierrot l'a complété, mais dans les têtes, la mentalité, tu vois que ça a aussi tout changé et je pense que ça aide aussi à certains joueurs à revenir à un niveau qu'on connaissait. Alors, ce que je vous propose, vous avez bien compris avec cet épisode, on va beaucoup parler des recrues qui ont rejoint le FC Lorient ce mercato. On parlera aussi de ceux qui sont partis, ceux qui ne sont pas partis. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit point sur chacune des recrues. Et on va commencer par celle dont on n'a pas trop parlé. En défense centrale, c'est, j'écorche toujours son nom, Nathaniel Adjei. J'ai pas écorché son nom cette fois-ci, c'est cool. Qu'on a pu voir donc 2 fois depuis son arrivée. Premières impressions, Lucas? Première impression, plutôt serein dans ce qu'il fait. Finalement, il découvre un championnat, un tout autre championnat, comme plusieurs recrues, on va en parler. Un poste assez compliqué, dans une zone où il y avait beaucoup à refaire. Et finalement, on a l'impression qu'il est déjà aussi intégré à l'équipe. Alors, j'ai pas en tête des interventions. Interventions aussi fortes qu'un Talbi a pu le faire face à Reims, par exemple. Mais pas de prise de risque. Au niveau du placement, plutôt bon. Voilà, il n'y a pas d'écart flagrant, un manque d'alignement qui pourrait être justifiable par le manque de repères, etc. Donc là-dessus, notamment face à une équipe de Reims qui, même si elle est moins bien, a quand même le don d'étirer les équipes, d'étirer la profondeur et aussi le bloc dans sa largeur. Donc il a plutôt répondu présent. Là, on a encore 2 matchs à notre portée, entre guillemets, ou en tout cas, c'est notre championnat. Donc là aussi, ça va être un gros test. Il faudra voir quand l'opposition va s'élever, où il sera peut-être plus sollicité. Mais je pense que sa bonne arrivée aussi soulage Talbi, qui a peut-être moins de pression sur lui du fait de devoir couvrir toutes les brèches. Et voilà, ça marche plutôt bien. Raph, tu penses qu'il enterre la concurrence, donc ici Formose Mendy, Julien Laporte? Surtout Laporte pour le coup, puisque lui prend clairement sa place. Je trouve que le joueur assez sobre, assez bon de la tête. Correct dans les duels, je l'ai trouvé assez habile, assez costaud là-dessus. Pas une relance incroyable, en tout cas j'ai pas forcément vu ça encore dans sa palette. De toute façon aujourd'hui on sait que les bons de sortie c'est plutôt pour Talbi et un petit peu aussi pour Touré. Je pense pas qu'il ait cette consigne-là aujourd'hui, donc je pense qu'il se rassure déjà sur les fondamentaux de la défense. Puis il a quand même un 4 séries qui est assez haut sur le terrain, donc je pense qu'il doit aussi faire attention à ça et à bien gérer l'espace. Souvent d'ailleurs cette partie-là est utilisée, tu le vois souvent à la course, à rattraper le vis-à-vis, etc. Donc je dirais pas des qualités de vitesse, mais je l'ai jamais vu se faire trop surprendre non plus à ce niveau-là. Là où Touré a un peu plus de mal à traîner sa carcasse quand même. Donc non, je trouve que pour une entrée qui a pas forcément été couronnée de succès parce que il est rentré face au Havre et
ça fait 3-3 tout de même. Donc, mais sur les 2 matchs où il est titulaire, j'ai pas trouvé qu'il ait réalisé une mauvaise prestation, plutôt même des prestations correctes. Donc à confirmer. Mais au point d'en faire un titulaire indiscutable? C'est pas ce que j'ai dit. Non, parce que je pose la question, quand je dis est-ce que ça enterre la concurrence, ça donc est-ce qu'on en fait un titulaire indiscutable? Non, moi je disais juste qu'il avait pris la place de Laporte à la suite à la suite des dernières performances de l'ancien Clermontois, mais du coup ça c'est je l'ai posé. Un vrai commentateur quoi. Voilà. Et du coup non, franchement je pense pas qu'à ce stade-là, avec le monde qu'il y a pour ce poste-là, que ça bouge pas encore. Là, tu fais 2 mauvaises prestations, ça tourne. Oui, puisque une des leçons de ce mercato, c'est qu'on n'a pas non plus dégraissé de fou. On en parlait dans le Fairy Time Live, Fairy Time tout court d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui est disponible, et sur les plateformes audio. Voilà pour Nathaniel Adjei, pardon. Et voilà. Voilà, mais à chaque fois, et je pense à Alice DJ. D'accord, je sais pas pourquoi, mais Alice DJ. Ok. Voilà. Ça fera pas un titre d'épisode ça. Deuxième défenseur qui nous a rejoint. Alors là, c'est dur de pas tomber dans la hype. Pierrot, c'est notre ami grec, Panos 4 séries, qui t'a conquis. Ouais, déjà j'adore les joueurs un peu exotiques entre guillemets. Les Autrichiens par exemple. Voilà, tout à fait. Et après, même il y a beaucoup de déchets techniques, mais j'aime bien ce qu'il dégage en fait. Beaucoup de rage, beaucoup d'envie. Il a pas peur d'aller au duel. Il va s'arracher pour tacler. Même s'arracher tout court, tu vois. Je crois que c'est contre Metz où il sort. Les deux, il a des crampes sur les avec 2 matchs. Avec des crampes. Donc déjà, c'est signe que le mec il mouille le maillot à 200%. Donc rien que ça, c'est un signe qui moi me conquit, même si derrière le joueur est peut-être pas parfait. Si le gars il mouille le maillot à 200%, déjà il m'a dans la poche. Qui n'a pas été le cas de tout le monde que t'avais dans ta poche. Lucas, justement, cette fougue, on va dire, cette motivation, alors ça peut durer un temps, sans vouloir mettre de bémol sur notre ami Panos, mais c'est aussi le charme de la nouveauté, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça s'effondre, évidemment? On sait ce que c'est aussi les arrivées au mercato d'hiver, il faut prendre le rythme, etc. Et est-ce que ces quelques lacunes techniques peuvent poser un problème, ou au contraire, tu vois un joueur qui a un énorme potentiel et qui te donne confiance? Alors dire qu'il a un énorme potentiel, je pense que c'est un peu tôt, parce que oui, je pense que une arrivée dans ce contexte-là, voilà, j'utilise le terme insouciance, mais voilà, il arrive dans un championnat qu'il connaît pas forcément de repères, et au final il se montre. Et je pense que ça crée un élan sur tout le monde. Donc déjà, même si il venait à baisser en rythme, ce qui va sûrement arriver, finalement, je veux pas dire qu'il a relancé l'équipe, mais c'est grâce à des profils comme ça que des Abergel, des Talbi se sont dit, bah tiens, on va continuer à se battre, parce qu'on sent qu'ils peuvent amener une âme à cette équipe, en tout cas la relancer. Donc je pense que déjà il a apporté ça. Après, faudra voir aussi par rapport à la concurrence. Est-ce qu'un Gédéon Kaloulou, ça va le piquer et finalement on va retrouver son niveau d'avant. Est-ce que Formos Bundy c'est différent, c'est pas son poste. Donc voilà, faudra voir par rapport à la concurrence. Mais voilà, je mise pas je mise pas trop là-dessus sur une forte concurrence, une relance de Gédéon. Donc non, je pense qu'il peut finir la saison comme ça. Faudra pas compter toujours sur lui du fait qu'il soit décisif puisqu'il découvre le championnat, et que déjà je pense que défensivement face à de meilleures oppositions il peut être plus en difficulté, et là on peut plus un peu souffrir de ce côté droit. Et pour finir là-dessus, face à Reims, on a énormément penché à droite parce que le Brise a eu un peu plus de mal à trouver la profondeur, à être trouvé. Mais je pense que l'arrivée d'Yongwa va un peu rééquilibrer l'équipe du côté gauche, côté droit.
Et finalement, il va avoir je pense que physiquement déjà, ça va l'aider d'avoir un peu moins que le jeu ne penche trop à droite. Tu penses, Raph, que c'est fini pour Kalulu? Mais en fait, le Kalulu, il a pas forcément réussi à s'exprimer dans ce système-là. Je l'ai trouvé nettement plus performant quand on jouait à 4 derrière. Donc non, c'est jamais fini parce que Katsiris, il a l'air d'y mettre beaucoup d'énergie, d'entrain et d'envie, etc. Attention à pas non plus s'émousser pendant cette... Enfin, il a pas l'air d'être prêt à mettre 90 minutes sur cette intensité. Attention aux blessures. #Bazin. Et du coup, faut qu'il fasse aussi attention à ça. Après, sur le profil, pour revenir sur ce que disait Lucas, t'as un mec qui, certes, a du déchet, perd entre 15 et 20 ballons par match, mais ça défie, ça prend l'espace, ça met des courses, ça met des appels, ça s'est centré, ça joue en première intention, etc. Putain, c'est le football, quoi. Et puis ça rejoint un peu ce qu'on disait. Et ça redescend. Est-ce que vous vous rappelez, c'était le match face à Reims où il revient, il met 2 tacles d'affilée, le rageur, etc. Mais autant, tu vois, t'as un 4 séries où ça explose et tu ne vois que ça, mais t'as aussi un Louza qui, du coup, fait un travail de l'ombre, qui vient, et comme l'a dit Lucas, je crois que c'est Lucas qui l'a dit, à Bergel, il voulait des guerriers, je pense qu'il les a trouvés. Hein. Et en fait, ça rejoint un peu ce qu'on a dit précédemment, si vous écoutez la taverne régulièrement, c'est que qui gagne, qui perde, on s'en fout presque. J'ai bien presque parce qu'évidemment, bon. Mais ce qui a fait que la situation est devenue très tendue avec le public, il y avait les supporters, c'est qu'on voyait une équipe qui se battait pas, et c'est ça qui déplaît fortement. Exactement. Public. Mais tu voyais des non-matchs. Tu prends le match de Metz ou le match de Reims avec une énergie comme ça, tu le gagnes pas. On est déçu, oui. On se pose des questions, oui, mais c'est pas la même chose. Là, voilà, nous, c'est ce qu'on attendait, quoi, des mecs qui se battent. Et bon, en plus, les résultats suivent, donc c'est parfait. Troisième recrue, du coup, Imran Louza. Donc, on a vu un petit peu plus parce qu'il est arrivé, lui, une semaine avant la clôture du mercato. Donc, il a eu l'occasion de jouer le match du Havre. Pierrot, finalement, Louza, c'est le remplacement de Lefebvre qui n'avait pas été anticipé. Si, pas bien anticipé. Ouais, on a essayé de se dire qu'on comblerait le fait par d'autres profils que ça, et on espérait. Je pense qu'il y avait beaucoup d'espérance en Kari. Ouais. Mais le fait qu'il soit blessé d'entrée sur les matchs de prépa et qu'il est première partie de saison out, je pense assassiné par un joueur de Concarneau d'ailleurs en amical. Oui. Donc déjà il vient de notre stade, en plus bon bref. Et ouais, déjà t'as pas ça, et après t'as des joueurs moyens au milieu qui ont pas de profil très créatif, parce que Bakayoko c'est beaucoup de retour vers l'arrière, c'est plus un 6 qu'un 8. Il y a un petit bug, je mettais mes doigts dans les oreilles. Donc t'as des choses à revendiquer ou rien du tout. Non, je prends des notes. Très belle célébration en tout cas. Donc, passons. Joker. Donc ouais, Louza, Raph, un organisateur. Attends, j'avais pas fini. Excuse-moi. Faut enchaîner. Bon, là. Et du coup, pour finir, c'est le jour et la nuit. Il dit qu'il est sur le terrain. Et Raph va enchaîner, je pense, un peu sur ses stats, mais depuis qu'il est sur le terrain, statistiquement, même en termes de passes décisives, ça se voit tout de suite, le gars qui est décisif, quoi. Alors Raph, une perche t'a été tendue. Rafa va-t-il être au niveau? On va essayer. En tout cas, non, grosse activité, énormément de ballons joués, grosse activité défensive aussi, beaucoup de récupération, de tacles, etc. Mais comme l'a dit Pierrot, ça distille. C'est de la passe clé, c'est de la passe décisive. Est-ce qu'on peut avoir son nombre C'était Will Steele sur le banc de Reims, pas Distill. Ah, ok, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir le nombre de PPDA? C'est pas. Alors c'est une stat collective, Pierrot. Je t'apprendrai ça, mais donc c'est pas une stat individuelle. Désolé. Mais c'était bien tenté.
Oui, peut-être, mais on parlera pas trop de lui aujourd'hui, je pense. Non, statistiquement, ça se voit. Le mec, tu le mets sur le Prévert, il te balance des feuilles statistiques de folie à faire pâlir un certain Enzo Lefebvre, en vrai de vrai. Alors là, il y a Lucas qui a bondi de sa chaise. Ah oui, ok. Oui. On donnera la parole à Lucas Vergès ensuite, hein. Pas de problème. Parce que là où moi je vois une toute petite différence, c'est peut-être que il est peut-être un tout petit peu moins polyvalent. Là où Lefebvre peut jouer véritablement un cran au-dessus, je suis pas sûr qu'il y ait la même efficacité du coup au poste de 10 pour Louza. Pour autant, en 8, j'ai l'impression qu'il a vraiment à la fois le coffre, plus physique, qualité de passe, etc. Il est peut-être en 8, peut-être un tout petit peu mieux que ce qu'a pu faire Lefebvre, même si Lefebvre était exceptionnel, mais je trouve d'un point de vue défensif. On a oublié, mais il sortait des stades de Maboul, hein, Lefebvre sur son apogée chez nous, aussi sur la partie défensive. La parole est à... Vas-y. Je finis juste, excusez-moi, votre honneur. C'est du coup c'est en fait c'est un tout, mais je pense que c'est vraiment l'élément game changer de notre dispositif. S'il y a un lock, comme tu dis, Christ, je pense que c'est peut-être maintenant Louza, tant il fait la différence sur cette capacité à faire la jointure entre notre attaque et notre défense. Donc non, je trouve que du coup là c'est très très bien parti pour ce joueur. Lucas Vergès, la comparaison Enzo Lefebvre, Imran Louza est-elle juste selon les qualificatifs utilisés par nos amis Pierrot et Raph? Alors la comparaison est juste. Après comparer le rapport, je pense que c'est encore un peu tôt il vient d'arriver. Et comme l'a dit Raph, c'est pas forcément le même profil. Après, je suis d'accord avec le fait que peut-être que Louza est peut-être un peu plus incisif, peut-être plus de maturité aussi de par sa carrière. Et du coup, il amène plus de vitesse dans le jeu constamment dès qu'il a la balle. Au contraire de Lefebvre qui, même s'il pouvait trouver des passes clés, a une tendance à un peu plus sécuriser le ballon sur certaines séquences. Et là, Louza a vraiment un rôle de patron et en fait, il ose vraiment aller vers l'avant. Mais après, moi, j'ai aussi envie de parler de son compère, Ayman Kari. Allons-y. Lucas, il a pris le lead de l'émission. Non, mais il a raison, on peut presque le qualifier de recrue, Ayman Kari, finalement. Presque. Ah ouais, totalement. Et franchement, toutes les bribes de matchs qu'on avait pu voir, que ce soit plus la saison dernière, du coup, face à Paris notamment aussi, on était vraiment hypés. Et ben là, vraiment, une qualité technique exceptionnelle. Alors certes, il perd des ballons, mais les inspirations de haut niveau. Et finalement, on voit que même un Ponceau, on le sent plus libéré. Donc ça, je pense que c'est plus le rôle de Louza qui libère Ponceau. Mais voilà, on espère que Kari va tenir physiquement parce qu'il monte en puissance et il va finir par être de plus en plus décisif. Et ça, c'est hyper important d'avoir des leaders techniques aussi importants, aussi nombreux. Ça fait vraiment la différence et c'est ce qui nous manquait clairement, de la qualité technique, de la maîtrise dans tout ce qu'on fait. On parlait d'Enzo Lefebvre, petite pensée pour Enzo Lefebvre qui a été assez sérieusement blessé, il devrait être absent un mois, comme quoi on n'est pas rancunier. Et puis passons à la dernière recrue de ce mercato. Donc du coup Lucas il a le droit à Kari pour lui tout seul, mais même Pierrot a pas le droit d'en caser une. Ok, et si je vous dérange, vous finissez l'épisode sans moi. Alors donc, qu'est-ce que tu voulais dire sur Ayman Kari, Raph? Non, c'était pour Pierrot, moi Pierrot, en soi. Ouais, tu veux faire le taf, c'est le bordel. Voilà, Raph, c'est le trublion ce soir. Voilà. Il fait Reste son à Romain ta place, Fèvre. donne-nous des stats sur les ramasseurs de balles là, et laisse-moi présenter. Du coup, Pierrot, un petit mot sur Kari du coup. Mais le pire, c'est que j'ai rien à dire sur Kari. Ah d'accord. Cette séquence, et je préviens, j'ai pas le temps de faire du montage. On va la garder. Voilà, brut de décrochage. Raph, du coup, j'espère que tu veux dire quelque chose sur Kari. Non,
sur Carey, une seule chose à dire, c'est que je pense que dans ce système-là, avec 2 soutiens côté attaquant, c'est vraiment pas mal. Ça marche bien, et puis en fait, il a des joueurs de foot autour de lui maintenant aussi, donc c'est plus facile pour s'exprimer. Moins de tâches défensives aussi, puisque du coup, il a quand même Louzet et Abergel derrière lui. Donc moi, le match où je l'ai trouvé vraiment fabuleux, c'est face au Havre, où j'ai trouvé très 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 à l'aise techniquement. Bon, il met un but, je crois, si je dis pas de bêtises, mais beaucoup d'activités, beaucoup de ballons touchés, très haut sur le terrain, conservation, passe, gestes techniques, enfin ultra propre. Dans les transmissions, c'est très positif aussi, et notamment sur le jeu très court, petit périmètre, etc. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc à voir sur la continuité, et en effet on touche du bois sur le côté physique pour qu'il n'y ait pas de blessure. En effet, oui, je suis d'accord avec toi. Dans le match du Havre, j'utiliserais le même qualificatif que toi, fabuleux, en espérant qu'il soit sur une courbe croissante dans ses performances. Et puis dernière recrue, c'est mon gars sûr, Mo Bamba. Alors il a un nom, il me fait toujours marrer évidemment, mais 3 matchs, 3 buts. Alors les stats sont un peu en baisse, hein. Avant c'était 2 tirs, 2 buts, là c'est plus de tirs pour marquer le troisième. 3 tirs cadrés, 1 but, franchement il a déjà un signe de faiblesse, un échec du recrutement. Que fait la cellule? 3 buts sur 5 tirs. 3 buts. La méthode Loïc Ferry rencontre ses limites. Le club va-t-il péricliter? Vous savez tout en écoutant la taverne. Bon, plus sérieusement, Mo Bamba, Raph. 2 buts de la tête et 1 but du pied droit. Moi je retiendrai son premier but de la tête. Franchement, retiendrai sa faiblesse du pied gauche du coup. Oui, exactement. Non mais premier but de la tête, super bon timing, il est là quand il faut, etc. Le but qu'il met avec son pied droit, contrôle, il se met dans la course, etc. Super impulsion, frappe enchaînée, geste de numéro 9 de base, et qu'on a rarement vu qu'on n'a pas vu depuis très longtemps au FCL, je trouve. Et puis ce placement, même si c'est pas le plus beau, il faut la mettre, hein, le rebond, il est un peu faut la pousser, quoi. Tu vois qu'il y a un gros gainage là pour aller la mettre où il faut. Donc il est à la fois renard, à la fois dos au but, etc. Il arrive à bien se la remettre du coup face à Metz, si je dis pas de bêtises. Mais moi je soulignerais un truc face à Reims, c'est qu'il rate tout, mais il y croit. Il continue à y croire et il met ce but. Et ça, c'est les vrais neufs. Parce que le mec, c'est un putain de chien de la casse. Il sort pas de son match et il est là pour mettre le but qu'il fallait. Alors qu'il rate tout. Les contrôles, les passes, les machins, etc. Et là, il est là et il le met. C'est exactement Franchement, ça. Il y a un moment, je me suis dit, tiens, il a retrouvé les Timberland à Mofi qui étaient rangés dans un casier à Carlire, là. Tu vois, c'est sympa ces chaussures, là, qu'ils ont. Non. Lucas, Mo Bamba, donc je suppose que tu valides 3 matchs en 3 buts. Si tu valides pas, tu vas me dire c'est encore tôt, et t'as raison, mais pour l'instant c'est validé. Qu'est-ce que ça envoie comme message à notre ami Egun Tozin? Merci d'être venu. Déjà, je pense qu'il a d'autres problèmes à régler, c'est peut-être ses problèmes physiques. Déjà, au-delà d'avoir sa place. C'est violent, je m'attendais pas à ça en fait. Non, mais c'est compliqué parce que pour Aïgoun, on s'était enflammé au bout d'un match parce que voilà, il fait un super face-à-face en rentrant. On s'est dit tiens, on s'est pas trompé. Donc il a été un peu gêné, mais je pense que dans la situation où on est et où on a été, je pense que les joueurs intelligents vont penser d'abord au collectif. Et finalement, j'espère en tout cas qu'une bonne partie du groupe va rentrer dans une osmose où même ceux qui jouent le moins sont concernés par cet objectif maintien. Et finalement, tout le monde jouait pour tout le monde. Tu vois, moi, quand je vois l'entrée de Dieng, donc on a quand même critiqué que c'était un peu mieux en fin d'année, en fin d'année. Là, finalement, aucun souvenir. Sur le second but. Je m'inscris en faux dans ces propos. Ok. Jamais critiqué Dieng ici.
sur le second but, le frapper. Lucas qui comprend ni le second degré ni. J'étais tellement concentré. Excuse-nous, Lucas. Mais sur le second but, il peut marquer, il peut la jouer solo parce que justement, il a un peu de mal cette saison, il a pas forcément de stats. Il aurait raté. Peut-être gagner sa place et finalement, il y trouve au second poteau Bakayoko. Il fait le bon choix. C'est quand même des signes pour un joueur qu'on a dit qu'il était pas, nous ou en tout cas sur Twitter, dit qu'il n'était pas forcément concerné. Je trouve que c'est quand même des signaux positifs. Après, on les interprète comme on veut. Justement, tu me tends une fantastique perche, Lucas. Je te félicite. Je vais vous dire qu'on a parlé évidemment des recrues, mais aussi les joueurs qui ont un peu step up, ceux qu'on avait beaucoup critiqués depuis le début de saison, voire depuis leur arrivée dans le cas de Bamba Dieng. Bamba Dieng qui fait une rentrée plutôt correcte face au Havre, et puis Tiémoué Bakayoko qui marque. Sur une récupération de lui-même. Ouais. Je pense aussi à... j'ai bouffé son nom, lui, pardon, excusez-moi. Montassar Talbi. Montassar Talbi. Voilà, exactement. Qui était, depuis le début de saison, il faut dire les choses, on l'a pas déjà dit en plus. Pas dans son assiette. Ouais, oui. Il était quand même un peu mauvais, faut dire les choses. Ouais, merci. Ouais. Il était quand même... Je l'adore, mais franchement... Tu prends pas... Attends, excuse-moi, je réactualise les chiffres, parce que tu prends pas 42 buts avec un défenseur central impérial, on va dire. Surtout qu'il a reçu le Tavarne d'or quand même. Enfin, t'as pas le droit de prendre 42 buts. À l'occasion de faire un point sur la course au Tavarne d'or tout à l'heure, tiens. Mohamed Talbi, donc Montassar Talbi qui il nous sort un super match face à Reims. Un match... Sauvetage sur sa ligne. Ouais. Dominant de la tête. C'est à 1-0 ou c'est à 2-0 C'est à 1-0 le sauvetage. C'est à 0-0 même. Ouais. Non. Si. Bon. Si, parce que c'est côté tribune sud et c'était en première mi-temps. Ok. Bon, pardon. Donc on a retrouvé un Montassar Talbi impérial. Est-ce que vous disiez tout à l'heure, les gars, on n'est pas en train de les recrues donnent pas ce bol d'air frais qui remobilise un petit peu tout le monde, même ceux qui étaient en difficulté. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc je pense que du coup le collectif au global, on retrouve les cadres. Même un Vogo, il sort une masterclass sur ce match. Cependant, mais alors moi, je peux me permettre un petit insert avant qu'on passe à autre chose. Il y a un joueur qu'on n'a pas cité. Je dirais pas que c'est le joueur qui a fait le plus de coups d'éclat. Je trouve d'ailleurs qu'il a été assez neutre mais utile, comme dirait Lucas. C'est Julien Ponceau qui finalement engrange des minutes en soutien de l'attaque et qui du coup en fait je trouve son rôle un peu il vient, on va dire, compenser là où il peut dans un système. En fait, tu as 4 vrais milieux de terrain avec Abergel, Louza, Kari et Ponceau. Tu as 2 vrais pistons qui ont des libertés du coup et tu as un vrai neuf. Et je trouve que du coup, comme tu sais que Ponceau et Kari sont capables de vraiment être quasiment 9,5, 10, etc. Enfin, en fait, il y a une sorte d'osmose où tout le monde sait ce qu'il doit faire. Et il n'y a pas, genre, comme on se disait tout à l'heure, un Fèvre qui dézone et qui fait blabla, qui est à droite, machin, qui ralentit le jeu, qui après joue tout seul, etc. Je trouve qu'il y a une vraie, même d'un point de vue spatial sur le terrain, les gens se situent beaucoup plus facilement. Et Ponceau, il va pas, je pense que il peut mieux faire, clairement. Il y a surtout dans sa sélection, pas de tir comme en NBA, mais des choix, quoi. Les choix, ça tire quand il faut pas tirer, ça bon bref, mais un peu plus de réussite dans les gestes, etc. Mais je trouve que on pourrait tous se dire, ah oui, mais on mettrait peut-être à ce poste-là quelqu'un peut-être plus offensif, on pense à Groupie ou on pense à quelqu'un d'autre. Bah non, en fait, je trouve que du coup, il y a un intérêt à le mettre là parce que c'est la variable d'ajustement pour cette solidité aussi et cet effet d'osmose au milieu de terrain. Donc voilà. Puis mine de rien, tu mets Ponceau, tu mets Kari, tu mets Louza et je rajoute Théo Leuriz, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui mine de rien enchaîne les matchs. T'es un 9 devant ces mecs-là, là. Normalement, t'as quelques ballons sympas. Ah bah, t'as très peu d'excuses pour. Puis ça joue au ballon, quoi. Donc ça ne peut être qu'intéressant. Du coup, là, j'allais embrayer. En fait, on parlait de ceux qui étaient là avant, entre guillemets, qui gardent du temps de jeu, mais on avait souligné lors du Ferry Time, et nos recrues sont très performantes, mais ça ne change pas le bémol qu'on avait apporté pendant le Ferry Time, c'est qu'il y a eu très peu de départs.
En tout cas, il y avait eu des départs, mais il y avait une volonté de dégraisser, donc de réduire la quantité de joueurs dans l'effectif. On fait un coucou à Mendy au Qatar d'ailleurs. Il se soigne. Et il y avait une volonté de dégraisser dans l'effectif qui, à mon avis, les chiffres, les hommes mentent, pas les chiffres, n'a pas été atteint, cette volonté, ou cet objectif. Est-ce que vous pensez que ça peut poser des problèmes ? Je vais vous citer des noms de mecs qui voient plus beaucoup Bonke Innocent, Loris Miyokolo, Kalulu, Makengo, c'est un très gros problème quand même. Je vais rajouter Formose Mendy, même s'il a fait des rentrées, mais voilà, il est là pour ça. Attention à Croupi. Igor, bon, il est blessé. Donc Muyokolo, malheureusement il est un peu habitué. Croupi qu'on voit plus. Après il est jeune, est-ce que c'est bien aussi de pas Croupi, ça va. Attention aux minutes, ça va diminuer. Et au final, t'as Le Brise qui récupère quand même des minutes. Bon, attention, Yongwa revient, mais il va falloir faire attention. Ouais. En fait, finalement, on les a, les deux pistons gauche maintenant, pour la fin de saison, puisque le Goff a tiré sa révérence. Ouais, alors, l'hommage du stade, par le club, sans Vincent Le Goff. Moi, je trouve ça... Mais j'ai pas compris. Je pense qu'il faut comprendre, faut lire entre les lignes, quoi. Sur Amazon, du coup, je regardais la preview dans la voiture. Sur Amazon, sécurité routière. Vincent Le Goff qui est tous responsables. Qui pouvait, ce jour-là, pas moi. Vincent Le Goff qui a un empêchement, il pouvait pas être là. Il avait quoi, Poney ? Le club où j'ai passé 10 ans et me rend un hommage, mais ce jour-là, non. Peut-être un jour on saura ce qui s'est réellement passé. Alors il a quand même remercié les Merlus Ultra pour le petit tifo sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Mais c'est pas agréable. Comme un jour peut-être au micro de la Tavarde. Ah non, il voulait pas venir, c'est vrai. Mais peut-être qu'un jour on saura. Et puis dernière recrue, excusez-moi, recrue dont nous n'avons pas parlé, c'est Badreddine Bouanani qui a joué moins aussi. Qui est rentré dans un moment où, contre Reims en tout cas, on était très dominé, on commençait à prendre quelques assauts rémois, donc forcément 5 ballons, pour un joueur comme lui c'est plus compliqué. Il était rentré également face à Metz. Moi pour une fois je vais pas vous demander votre opinion, je vais vous la demander, mais je vais vous dire ce que je pense. Je me demande pourquoi on l'a fait venir. Je suis pas hyper convaincu qu'il y avait un besoin spécifique à son poste. Donc je me dis que c'est un prêt, donc je vois pas vraiment le grand intérêt, Pierrot. Moi, je sais pas, ça te donne une solution en plus d'un joueur, un profil un peu rapide qui peut faire la différence par sa vitesse, chose qu'on n'a pas beaucoup devant, je trouve. Après, c'est surtout le fait d'avoir payé 1 million pour se faire prêter un joueur 6 mois qui me dérange un peu dans l'histoire. Ouais, c'est ça. Moi, 18-19 ans en plus. Je trouve une utilité, admettons. Le match contre Reims, tu te prends un pion, il y a 1-0, Reims défend. C'est ce genre de joueur qui peut éventuellement du coup faire la différence face à une défense recroquevillée. Là, on a eu la chance de pas l'avoir ce scénario finalement. Ni Metz, ni Reims, ni même Le Havre a défendu à 10 devant les cages. Je pense que c'est ce genre de profil peut-être pour essayer de faire la différence balle au pied. Je pense que c'est plus ça. C'est un profil qu'on a pu en fait aujourd'hui. Oui, puis c'est bien d'avoir des profils différents devant. Il y aura des blessés. Ça multiplie tes choix. En première partie de saison, on n'avait que des choix par défaut parce qu'on avait que des joueurs nuls. Là, t'as des joueurs un peu haut niveau, ça multiplie tes choix, c'est déjà un peu plus intéressant à coacher, je pense aussi. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, il y a quelque chose qui était quand même intéressant, ce match contre Reims, c'est qu'à 1-0, on pouvait se poser la question, comment est-ce qu'on va gérer ces 15-20 dernières minutes là, où d'habitude on prend la marée et puis ça score. Et là, ça n'a pas été non seulement ça n'a pas été on tient le score, mais en plus on est assez habile pour garder le ballon, jouer les contres, marquer.
Ça montre un gros changement. On prend quand même 5-10 minutes d'un petit peu de bouillon. Ouais, bien quand sûr, même, hein. bien sûr, mais on prend pas le but. Oui, En fait, ce qui est assez drôle, c'est que du coup, face à Reims, on n'a pas non plus tant que ça le ballon, mais on a des séquences où on est en maîtrise et on n'a pas peur de jouer, même si on sent que qu'on peut être en danger. Donc là, il y a une jauge de confiance aussi qui est assez importante. Et on est dangereux, mais pas forcément. En fait, il y a eu des matchs, notamment l'année dernière, où on avait beaucoup plus la possession, on faisait beaucoup plus de passes, mais on n'était pas du tout dangereux. Donc là, on n'est pas dans un jeu de transition non plus, mais on est dans des phases, on va dire, plutôt placées, mais avec un jeu plutôt rapide, direct, fluide, sans que ce soit totalement de la transition. Donc on trouve un moyen, on va dire, d'être un petit peu dangereux, je trouve. 17 tirs face à Reims. Oui, c'est énorme. Vous savez que j'aime bien cette petite 23 côté Reims, je crois. Oui, mais on n'est pas devenu brillant en défense non plus le jour au lendemain. N'exagérons rien. Mais voilà, 17 Et regarde tirs. le nombre de tirs cadrés surtout. Parce que 5. Ce qui est 5 fois plus important qu'en moyenne sur les 10 derniers matchs. C'est quoi le dernier match? On avait fait qu'un tir cadré là. Non, même pas, il est même pas cadré. C'est un tir à Lille, pas cadré. À Lille, un tir à Lille, pas cadré. On a tiré 17 fois plus. Deuxième minute, ouais. On a tiré 17 fois plus que contre Tozin qui rate une grosse occasion au début et derrière plus rien. Rideau. J'ai adoré être en parkage. Tu m'étonnes. Les prochains matchs. Nous recevons Strasbourg. Nous allons à Strasbourg. Nous allons, excusez-moi, pardon. Nous allons à Strasbourg derrière. Strasbourg qui est donc 10e. Juste derrière Reims avec 25 points, donc qui a 6 points d'avance. Et nous recevrons Nantes, un petit derby, c'est toujours bien, qui est 12e avec 22 points, donc est à 3 points de nous. Que pensez-vous que nous allons faire sur ces deux matchs, messieurs? Ce serait bien de faire 4 points. Ce serait bien d'en faire 6 surtout. Mais je signe pour faire 4. L'enflammade. Pas l'enflammable, c'est du coup il faut prendre les points maintenant, parce qu'après ça va être assez difficile. Ah ben après il y a un autre derby, il y a Rennes. Alors pourquoi il faut prendre des points maintenant? Parce que du coup tu joues les deux équipes qui sont à ta portée par rapport à ta dynamique. Et on sait que ces dynamiques-là, ça va pas être sur 15 matchs. Donc en fait, je suis presque d'accord avec Pierrot sur le fait de si on peut prendre 6, il faut prendre les 6 et sans regret, quoi. Parce que derrière on aura des matchs beaucoup moins faciles à. Ouais, derrière c'est Rennes, réception de Lyon. Alors c'est plus le Lyon de la première partie de saison. Monaco. En fait, exactement. Et Montpellier. En fait, à Montpellier qui vient peut-être aussi nous filer des billes. Ouais, mais tu joues à l'extérieur. Le problème c'est qu'on est toujours très fébrile à l'extérieur quand même. Parce que là, en fait, pour moi... On est la dernière équipe à l'extérieur avec 6 points cette saison. Ouais, enfin, on était la dernière équipe tout court il y a une semaine, donc. Non, mais t'as quand même un enchaînement où tu vas à Monaco, tu reçois Brest qui joue bien, tu vas à Montpellier, tu reçois le PSG et tu vas à Nice. On va pas faire beaucoup de points. Et ensuite, derrière, t'as le sprint final où si tu prends pas 3 points face à Toulouse, derrière, t'as 2 déplacements à Lens et à Marseille pour jouer une éventuelle finale de barrage ou je sais pas quoi face à Clermont à la Mèze. Il faut prendre les points vite, très très vite. C'est maintenant. Hein. Strasbourg, Nantes, tu chopes un truc. Il faut gagner face à Lyon presque. C'est un duel direct. Si tu fais 3 gros résultats, du coup, avec Strasbourg, Nantes et Lyon, tu as tes chances. Ouais. Moi, c'est surtout le match contre Nantes. Si on gagne pas, ça me ferait vraiment chier. Mais c'est notre bête noire, mais il faut les taper. Autant Strasbourg, on est à l'extérieur. C'est pas la folie comme jeu, mais ils sont quand même 10e, c'est peut-être pas pour rien non plus. Autant Nantes, c'est atroce. C'est atroce. Si on gagne pas contre Nantes, franchement, ça me casserait les couilles. Sur le papier, Nantes est quand même inférieur à Reims. Tu vois, je les mets entre. Alors Metz, c'est cata. Faut se dire aussi. Hein. Mais du coup, je mettrais Nantes entre Metz et Reims dans le niveau de jeu à l'heure actuelle. Donc c'est à notre portée si on conserve la dynamique actuelle. Après le match du Havre. Mais par exemple, tu vas à Strasbourg, excuse-moi. Ouais, vas-y. Tu vas à Strasbourg et tu fais un résultat, c'est-à-dire tu prends un point du match nul. Je peux te dire que tu attaques Nantes avec un esprit de conquérant. Par contre, tu te prends une petite valise face à Strasbourg, ça peut péter ta dynamique. Donc il faut faire aussi attention
à la manière dont on va appréhender le match à la Méno. On peut dire qu'on est relancé dans la course au maintien. Après le match du Havre, on se donnait tous un petit peu. T'es à 7 sur 9 en dynamique. Arithmétiquement parlant, t'as rien à envier aux équipes devant et derrière. T'es dans la course. T'es de nouveau dans la course. Mais au niveau des points, on a toujours été dans le coup. Non, attends, jamais de la vie, tu n'as jamais été lâché de. Non, mais bien sûr. On n'a jamais été lâché. On était, à un moment, on était à 6 points de. On était à 6 points d'être maintenu. C'est quand même un sacré gap quand t'es dans. Moi, je trouve qu'on était plus lâché dans le jeu que dans les points. Ah bah oui. Ça c'est vrai. Voilà, c'était ça mon point. Ok. Mais jamais de la vie, tu fais 7 sur 9. Tu te dis pas que tu fais 7 sur 9. Non, bien sûr que non. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, mais le mercato, c'est un peu un. Après, on a aussi cette chance, c'est que toutes les équipes devant, les Nantes, les Strasbourg, les Metz, ça patine, les Montpellier, ça avance pas non plus. Fort, Montpellier, ils enchaînent les blessures en plus. Toulouse, ça fatigue. Bon, alors Lyon. Mais moi, dans la charrette, déjà, Metz, c'est cata. Ouais, mais attends. Metz, ils sont programmés. Metz, clairement, ils sont programmés pour ça. Oh, Metz, c'est programmé pour faire l'ascenseur. Donc, logiquement, ils doivent descendre. Mais voilà, ça, c'est des équipes, elles vont rien lâcher. Ce qui est chiant, c'est de trouver la 3e place, là. Qui prend la place de barragiste, là? Entre Nantes, Toulouse, Montpellier et nous. Ouais, c'est ça. J'exclurais pas complètement Lyon parce que. Ouais, mais. Ça a pris des points, mais dans le jeu, c'était beaucoup de chat quand même. Ouais. Surtout ce week-end, c'était compliqué. Un petit prono pour ce Strasbourg-Lorient qui aura donc lieu ce week-end. Je meuble parce que j'ai plus l'horaire. À 13h. Oh, on joue à 13h. Dimanche, ouais. On est nul à 13h cette saison, mais cette saison, on était nul à n'importe quelle heure. Donc, on joue à 13h dimanche. On a gagné à 13h contre Rennes. C'est vrai. Voilà. Ouais, alors on n'a pas gagné contre Rennes. Rennes a perdu contre nous. Ils nous ont offert la victoire. Donc voilà, c'est le derby, tenez 3 points. Du coup, un petit prono. Allez Lucas, lance-toi. Moi je dirais 2-2. Plus de clean sheet. Non, là c'est un match décousu à Strasbourg. Voilà. Tiens, pendant que Raphaël nous donne ce prono, je vais chercher la météo à Strasbourg. Pour faire plaisir à Clem Traub, je dirais 1-1. Alors, pour nos amis non germanophones, ça veut donc dire 1-1, je suppose? Exactement. Ou ketchup. J'ai pas osé la faire. Je me suis dit que c'était... Mais ketchup, ça me va comme titre de cet épisode. Toi, Pierrot? J'étais parti sur un 1-1, et après je me suis dit, c'est vrai que Strasbourg a perdu son gardien. Ah oui, c'est vrai, pour Dreyer. J'aimerais bien voir Dreyer face à nous, ce serait énorme. Non, mais le fameux arrêt réflexologue. Mais Dreyer, il est titulaire à Strasbourg, là? Non, c'est Marat. Non. C'est celui qui est à Saint-Brieuc, là, à La Rouche ou un truc comme ça. Ah ouais. Et ils ont quand même perdu un sacré taulier dans les buts. C'est chaud, hein. Un des meilleurs gardiens du championnat. Et ça peut leur porter préjudice. Et le fait d'avoir un gardien quand même assez inexpérimenté, parce qu'il a joué que 2 matchs en Ligue 1, du coup, ça peut nous aider. Bamba, c'est un but assuré pour Bamba. Moi, je dis 2-0 Lorient, du coup. C'est Ala Bellarouche, un Marocain, pas du tout international, qui a joué 2 matchs. C'est ça, plus 3 matchs en coupe. Tu dis 2-0 pour Lorient. Je vais te suivre. 2-0. Non, j'ai pas grand chose de plus sur un prono. C'est bon, quoi. Est-ce que vous pensez... joli 9 sur 10 12. Du coup sur 12. 10 incroyable. Pensez-vous que nous allons voir, alors c'est un truc, on n'y croyait plus, 3e match consécutif avec le même 11 de départ? Eh ben, oui. Est-ce qu'on n'a pas une suspension là? Non. Alors, je vais te dire, c'est des absents. Avec un excès de carton jaune, je sais plus. Je crois qu'il a sorti Bergel avant qu'il en prenne un. À Bergel, de quoi? Je crois qu'il a sorti Bergel sur le dernier match avant qu'il en prenne un. On aura Formose Mendy parce qu'il a pris un jaune. Ouais, enfin. Bon, il est pas titulaire. Du... Donc, moi je remettrai les mêmes.
On prend les mêmes, on De toute recommence. façon, tu changes pas C'est une équipe incroyable, qui ça. gagne. Ah ouais, mais Ouais, c'est non. incroyable ça. Hein. Comme quoi, c'est bah- simple le football. Tu remets les Puis mêmes ça- joueurs et puis ça. Puis ça fait du bien d'avoir enfin de la stabilité, donc on va pas s'en plaindre. C'est comme sur FM, prochain match, voilà, t'enchaînes, tu mets tout le temps le même 11 et puis tu. Voilà, La même c'est- la même. Au bout d'un moment, ça causerie. fonctionne plus. Hein. Ah, oui, mais bon. Attends, on a vu la série. C'est vrai qu'on a parlé de tout le monde, on n'a pas parlé de Régis, de Brise. Entraîneur Alors. de la semaine d'après l'équipe. 7 Ouais. sur 10. Bon, il était pas nul avant, il est pas devenu, il est pas brillant maintenant. Hein. Faut pas non plus tomber dans les excès, mais est-ce qu'il a pas enfin un effectif? Il a pas enfin l'effectif dont il a besoin pour mettre en place le jeu qu'il veut. Et finalement, Oui, par rapport à son système. Ouais. J'ai jamais vu le système aussi bien fonctionner qu'avec cette équipe. Donc, il a les joueurs, il a des joueurs qui fonctionnent bien et je trouve que du coup ses choix sont plutôt bons. Donc non, pour l'instant, on revoit une équipe jouer au foot. Donc, ça, c'est bien. Je dirais même qu'on joue peut-être même mieux au foot que quand on faisait du jeu de transition. peut-être. C'est-à-dire sûrement première partie Oui. de. Alors je prends que deux, trois matchs hein, en exemple. Hein. Mais c'est vrai que je trouve que dans l'utilisation du ballon, je nous trouve assez intéressant dans la possession. Alors que sur la première partie de saison, la saison dernière, c'était transition, on va dire héritage Pélissier, mais avec des ressorties de balles à la Le Brise. Et puis après, il y a eu la transition post-départ Mofi Ouattara, où là, on a installé un jeu de possession assez stérile. Qui a pas forcément donné grand chose à part quelques incursions de Fèvre, etc. Et même cette première partie de saison, Régis Lebrise, sans vouloir faire du révisionnisme de bas étage, mais c'était quand même maxi chat aussi. Hein. Alors, Oui. On avait une réussite insolente. Alors la réussite se provoque, vous me direz, mais on avait quand même une réussite insolente. Vous pouvez pas dire quelque chose. Bah, on est l'équipe avec mentir qu'il y avait un truc de bâti construit qui a été brisé par les départs au mercato. C'est quand même, on est loin de ça. Je suis pas complètement d'accord. Vas-y. Sur quel point? Sur la chatte. Quand même, on avait c'était insolent comme réussite. Tout marchait. Mais tu sais que cette saison, on met beaucoup plus de buts la qu'on réussite aurait dû. était insolente, mais tout était construit. Enfin, c'était pas du hasard. Non. Ce que je veux dire, c'est tu regardes l'apogée. Pour moi, le match de l'apogée Régis Lebris, c'est le Lorient, le Auxerre-Lorient. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça a raison. Ouais. Même le match à Ajaccio, je suis désolé. Mais mon point, c'était de dire que ça n'a pas été brisé par le mercato parce que ça se. Et même le match de Lyon. Avant. Même le match de Lyon, je crois que c'est Vogo qui dit elle est pour le coach. Celle-ci, il avait vu l'adversaire, on les a pliés tactiquement quoi. Ouais, même c'est vrai. Même à Ajaccio, c'est assez royal ce qu'on fait. Ouais, je trouve que résumer ça à la chatte, c'est quand même. Non. Moi, j'ai pas dit ça en tout cas. J'ai dit que dans l'utilisation du ballon, on faisait quand même autre chose et que ça dénotait avec ce qu'avait fait Lebris sur la première partie de la saison dernière. Eh bien, voilà, il aura fallu 3 saisons et demie et je sais pas combien d'épisodes. Pierrot est la voix de la sagesse dans cet épisode. Je te jure. Dans ce podcast. C'est donc la fin de la taverne. Il est le président, il faut pas oublier. Et oui, notre président à nous qu'on aime. Je vous propose un petit point, on est à la mi-saison là du coup, un petit point, il va pas être facile celui-là, la course au Taverne d'Or, qui pourra succéder à Montasser Talbi. Je vous rappelle qu'on peut pas juger sur les 2 derniers matchs, hein. Il faut juger sur l'intégralité de la saison. Pour l'instant, qui est votre Taverne d'Or à date? Alors du coup, quid de l'éligibilité des arrivants? S'ils ont performé, on n'a pas mis de critères de match joué. Hein, alors on avait quand même dit qu'il fallait un certain nombre de matchs joués, donc il faudra quand même une certaine régularité pour les. On avait dit ça, non? En tout cas dans les chambres de délibération secrètes, etc. Non, mais en fait, moi, la manière dont je voterai, en tout cas, il faudra que les nouvelles arrivées aient quand même une certaine régularité. Là, tu votes aujourd'hui. C'est qui ton Taverne d'Or cette saison? C'est ça la question que je vous pose. Je te laisse réfléchir, Lucas. T'as peut-être. Moi, je l'ai aussi. Vas-y, Pierrot. Par contre, c'est vraiment quasiment un défaut. Ça va être Mvogo, quoi. Lucas aussi? Oui, même si les stats ne vont pas forcément en cette faveur,
De ce qu'on a visuellement, en tout cas, c'est Mvogo parce que il y a personne d'autre qui arrivait à surnager, si ce n'est à Bergel sur certaines phases. Mais voilà, Mvogo pour moi. Donc Vogo en tête chez Lucas et Pierrot de la race. Raph. Pareil, je dirais que Vogo d'une courte tête. Ouais, pour l'instant, c'est ça. Eh ben, je pense que si on devait remettre le Taverne d'Or aujourd'hui, je proposerais de ne pas remettre de Taverne d'Or. En fait, je vois Vogo, évidemment, comme vous. Mais heureusement, tu n'es que vice-président. Donc c'est le président qui remet le trophée à Vogo. Donc Vogo, évidemment, un peu au-dessus du lot. Des joueurs qui sont ressortis, tu mets à Bergel, évidemment. J'écarterai pas Théo Lebris. Pour moi, j'écarterai pas Théo Lebris non plus. Ça n'a pas joué. Oui, mais... Mais ça reste très loin de ce qu'on attend d'un Taverne d'Or, quoi. Je veux dire, dans ma succède à Bergel back-to-back. Je mets quand même Croupi devant un Bergel sur la première partie de saison, tu vois. Oui, d'ailleurs, oui. Mais pour succéder à Bergel back-to-back, à Montatalvi de l'an dernier, qui est un truc... c'est des prestations de haute volée. On n'avait pas vu ça depuis peut-être Koscielny au FCL. Pas un qui a été au niveau sur cette demi-saison. Donc, gageons que cette deuxième partie de saison nous révèle... Nous révèle un joueur et qu'on puisse voter en fin de saison en notre âme et conscience pour un Taverne d'Or qui soit digne de ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je l'aurais pas remis. Voilà. Pierrot, alors quand les résultats sont de retour, les questions de nos auditeurs sont de retour, énormément de questions sur Twitter nous ont été adressées. Alors, est-ce que vous maintenez votre note? Quelqu'un nous a demandé ça pendant que Pierrot récupère sa liste des questions. Moi, je les ai. Tu les as? Oh, c'est magnifique, tu as fait ta petite collecte de questions. Oui. Je vais commencer par la question de Ulrich Lepé. Qu'en est-il de l'avenir de Régis Lebris au FC Lorient en cas de bonne série de maintien en Ligue 1, départ ou maintien? Pour l'interrogation. C'est ironique ou c'est une vraie question? Bah, il y a un peu des deux, je pense, hein. En vrai. Si c'est pas Mbappé, on va pas se poser la question tous les 6 mois de savoir s'il reste ou il part, quoi. De toute façon, je pense pas que cette année il se soit. Enfin, j'en sais rien. Je pense qu'il refera pas deux fois la même erreur. Non. Ouais, pour moi, c'est un non-sujet, quoi. Il est en contrat jusqu'en 2027. Mais là, tu peux, en plus, même si le mercato est foiré cet été, il a eu les moyens. Et là, Loïc, il fait: t'as voulu partir, maintenant tu te dégages et il te signe quelqu'un d'autre. Masterclass. Jürgen Klopp. Non, mais on se posera sujet pour moi. Plus tard, déjà, il y a le maintien à aller chercher, mais je pense s'il y avait maintien, je pense qu'il resterait, mais bon. Après, pour aller un peu dans le sens de la question, pour essayer de répondre, si le mercato là avait été raté, si la saison, il partait en fin de saison très probablement, mais là, bon, c'est encore tôt pour dire que le mercato est réussi. Évidemment, ne nous enflammons pas. Mais pour moi, c'est un non-sujet. C'est ça. Ok. Un 11 type se dégage. À la question de Brest Davican, pardon. Un 11 type se dégage. Pensez-vous que si aucune blessure ou suspension vienne chambouler le 11 type, cela ne risque pas d'être compliqué de gérer les remplaçants? Mine de rien, nous avons un banc de qualité avec Dieng, Croupi, Tozin, Bouani, Bakayoko, Yongwa, Mendy, Kalulu, etc. Ouais, t'as fait la liste. Oui, on l'a dit, de toute façon. Donc, mais modulo Yongwa, quand même, je pense que du coup, c'est peut-être celui qui. C'est le 12e homme, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, dans la hiérarchie que je me. Vous parlez de Yongwa depuis tout à l'heure, mais vous le voyez si bon que ça? Oui. Non, je le vois apporter peut-être autre chose que Lebris sur certains matchs. Ouais. Il percute beaucoup plus. Oui, il d'accord. Beaucoup plus, il fait beaucoup plus la différence, mais même en termes de qualité de centre. Par contre, sur le jeu court, Lebris est meilleur. Pour la construction, il est meilleur. Moins de déchets. Avec le retour de Kalulu. Pardon, excuse-moi, je voulais rajouter un truc sur cette question. Il y a aussi la question de Croupi qui va se poser. Il y a grosse hype sur lui. Là, il y a du monde aussi, beaucoup de clubs. Là, il perd du temps de jeu. Alors, est-ce que c'est pas aussi une façon de le laisser se reposer et tout? Parce que, mine de rien, Lucas, tu pourras me compléter, mais à son âge, enchaîner les matchs comme ça, c'est
aussi peut-être difficile physiquement. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle qui se repose, mais est-ce que ça peut pas poser un problème sur du moyen terme? Moi, je pense pas forcément, parce que oui, enfin, ce qu'on disait en fin d'année, c'est qu'il avait peut-être trop d'attentes, c'est une chose, mais trop de pression, parce qu'on en faisait le 9 titulaire, parce que blessé, parce que personne ne répondait aux attentes. Donc finalement, je pense que ça a vraiment altéré ses prestations et ça a enlevé cette première saison où il découvre, où je répète, mais il est insouciant, il peut se donner, voilà, il peut montrer ce qu'il veut. Là, il avait énormément de pression, des règles précises, il n'était pas forcément bien servi dans un mauvais contexte. Donc je pense que le fait d'avoir moins la lumière sur lui, que l'équipe recommence à tourner bien, si ça continue bien évidemment, je pense que ça va l'aider parce qu'il va progresser auprès de joueurs aussi qui sont peut-être meilleurs, un groupe qui s'entend mieux. Donc je pense que ça va être dans le positif. Je pense qu'il s'attendait pas à jouer autant cette saison. Donc je pense pas qu'il ait pris un boulard immense, et le fait de peut-être moins jouer en deuxième partie de saison va forcément l'impacter et le faire vouloir quitter le club le plus vite possible. Mais tu fais rentrer Dieng. Ouais, mais... Et comme dirait Raphaël, c'est pas anodin. Eh non. Je fais jamais rentrer Croupi en 9 à la place de Bamba, par contre. Ouais, c'est aussi ça. Dieng a été performant. Mais est-ce que c'est pas l'occasion de faire jouer Croupi à son vrai poste? Quel est-il? C'est plus en retrait, non? 9,5. Non? Je pense qu'à ce stade-là du match, tu peux pas faire rentrer deux profils aussi offensifs, c'est-à-dire un Dieng 9 et un Croupi en soutien d'attaquant. Ça marche pas. Moi, je trouve que quand même Croupi, il a des qualités, hein, mais il a quand même bénéficié du fait qu'il y a quand même beaucoup de tanges devant pour avoir du temps de jeu. Donc, oui, mais il a su en profiter. Dieng compris. Faut pas oublier qu'il a que 17 piges, qu'à 17 piges, tout le monde n'est pas Mbappé à titulaire indiscutable. Donc, je pense que être sur le banc et lui dire, bah voilà, tu vois, t'as des mecs qui performent devant, vas-y, va gagner ta place. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça que t'apprends, plutôt qu'être titulaire plutôt par défaut, parce que tout le monde est nul devant. Donc, il y a un bon mixte. Ouais, non, mais puis c'est bien connu, les joueurs de foot n'ont pas trop un ego surdimensionné, donc. Oui, bah ça après, passer. Ça, je pense aussi, hein, mais on verra par l'avenir. C'est une question, mais en même temps, je trouve que c'est plutôt une bonne remarque de Jus RXL. Avec le retour de Kalou, peut-on considérer que Régis Lebris composera pour la première fois de sa saison avec un groupe complet? Oui. Il manque Boigard et... Oui, il met derrière... En gros, ça veut dire que tu as des options. Il met derrière que Boigard et Silva sont route jusqu'à la fin de saison. Ouais. Elles seraient parties au dernier mercato sans leur blessure. Mendy est désormais persona non grata. Non, mais t'as des vraies doublures pour chaque poste, en fait. Deux petites remarques là. Igor Silva, il est out jusqu'à la fin de la saison? Ouais, je pense que c'est déjà, une blessure de Lofter, ça. Benjamin Mendy, persona non grata. Je suis pas convaincu de ça. Ouais, moi je le suis. Ouais, moi je suis convaincu aussi. Attends, il a quand même quasiment insulté le coach au mois de décembre. D'accord, mais il a eu selon les infos Ouest France, il a eu un rôle dans l'arrivée de Katseris. Il a eu un rôle parce que Katseris était fan du joueur. Hein. C'est pas le oui, non, il a eu au téléphone. Apparemment, il l'aurait contacté, ils auraient échangé, machin truc. Pardon, le textuellement, c'est Benjamin Mendy l'a convaincu de venir. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait Benjamin Mendy machin? T'es en Ligue 2, en Série B, en Italie, on te propose une Ligue 1 en France. Oui, t'as pas forcément besoin de tonton, quoi. Oui, d'accord. Mais il a eu un rôle. Je vais pas manquer un menton. Je vois. Alors. Non, mais t'imagines, genre. Grata, c'est fort. Hein. Persona non grata, c'est. Mais t'imagines je sais pas, le Loudinez qui va chercher à Châteauroux un joueur. Oui, non, mais c'est pas le. Oui, d'accord. Mais revenons au sujet Benjamin Mendy, persona non grata. Je vois ça marqué nulle part, quoi. Et pour revenir à la remarque après de notre ami là, mais persona non grata. Bah, il est blessé. Il est blessé, mais c'est pas anodin. Comme Le Goff était blessé, tu vois.
C'est pas anodin que le gars se casse au Qatar, tu vois. Anodin. Je pense que il pouvait très bien se soigner à Lorient et que le club, ça arrange bien tout le monde que le gars soit au Qatar à se soigner, qu'il soit loin de l'environnement de l'équipe. C'est mon opinion. Oh, quelle belle parole, monsieur le président. Je sais pas si c'est une belle parole, mais c'est ce que je pense. Je valide, je vote. Même si c'est vrai que bon, t'insultes ton coach ou limite tu l'insultes et ça ressort dans la presse, c'est jamais ouf, mais c'est pas facile, ouais. Mais permettez-moi de douter de ça. Pour en revenir à la question de, j'ai oublié son nom, excuse-moi. C'est Jus RXL. Oui, là c'est vrai qu'il est toujours à composer avec de nombreuses blessures et bricolé à droite à gauche. Là, il a ce que tu disais, Raph, j'ai l'impression, du monde à tous les postes. Donc il peut combiner comme il le veut. Avant-dernière question de Tommy Martinez, celle-là elle est plus pour Lucas. Samir Haribou fait une très grosse saison en U17 ayant 17 ans. Sera-t-il potentiellement possible de le voir à la pré-saison avec la A ou trop tôt pour vous? Merci. Alors, je tiens à faire une petite rectification. Il a joué aussi pas mal avec les U19. Où il était sur place. Il a joué pas mal avec les U19. Joué. D'accord, ok. Pardon. On n'a pas compris la même chose. Ce ne sera pas coupé au montage. Mais il y aura des infos sur les U19 qu'on avait. Il y a Embouteillage devant. En plus, il y a Openda qui fait souvent les groupes. J'ai un peu du mal à croire qu'il ait des minutes, quoi. Bah après, le fait qu'il s'entraîne avec les pros, c'est possible parce que finalement, c'est le groupe qui s'entraîne avec l'équipe professionnelle est très large, surtout en début de saison, parce qu'il y a vraiment cette chance laissée à chacun, parce qu'il y a aussi un flou sur les joueurs qui partent ou non, donc ils sont obligés de prendre un groupe plus élargi pour concerner le maximum de monde et faire des oppositions intéressantes. Donc je pense c'est possible qu'il puisse rentrer dans la prépa. Mais je pense aussi que là, le fait qu'il joue en 19 et qu'il ait fait des bancs, notamment en N2, qu'il est même rentré en N2, c'est le confronter à des contextes différents. Et il y a vraiment ce temps qui est pris pour chaque joueur. Il y a très peu de joueurs, si on enlève Croupi, qui sont apparus très tôt dans les groupes. Il y a eu du temps de pris, que ce soit pour Claude Maurice, Ponceau, par exemple, il avait fait des bancs et des titularisations d'N2 à 17 ans. Il n'y a pas eu de précipitation. Voilà, on a commencé le club prend la température, mais je pense pas qu'il sera lancé très tôt. Surtout que déjà, en plus, il a un profil physique, un peu morphologiquement, un peu en retard. On sait qu'on aime bien ces profils-là, mais à ce poste-là, je pense que c'est pas facile de s'adapter tout de suite On comprend pourquoi Lucas suit la N2. Notre Haribou, là, Lucas, on peut en parler de petites minutes. Il plante but sur but, là, mine de rien. Ah oui, il plante but sur but. Voilà, honnêtement, là, je vais plus voir les U17 parce que je peux plus je suis plus physiquement sur Lorient. Mais moi, il est dans un contexte aussi où l'équipe tourne très bien. Donc c'est facilité. Depuis au moins plus de 5 ans, l'équipe U17 tourne très très bien, ça joue très bien, que ce soit en 17 ans ou en U19. Donc je pense qu'il est dans le bon contexte pour scorer. Voilà, j'espère qu'il pourra participer à cette aventure U19. Sur la poule U19, c'est le meilleur buteur. Des 4 poules confondues. Donc ouais, on tient une petite pépite. Mais ce qui vaut pour Croupi, ce que tu disais tout à l'heure, vaut aussi pour lui. Laissons-le tranquille, laissons-le grandir. Merci à l'OM de l'avoir pas gardé chez eux. Le fameux centre de formation de l'OM. Pour une fois qu'on les baise à moitié. Et dernière question de Brest Daviken, une deuxième. Celle-là, elle est pour toi, Christ. Après deux bons derniers matchs de Isaac Touré, est-ce que Christ est prêt à admettre qu'il est finalement peut-être pas une grande saucisse? Est-il pas un peu sévère avec un jeune joueur de 20 ans? Alors, je suis très sûrement sévère avec Isaac Touré, mais je le trouve mauvais de la tête par rapport à sa taille. Je trouve qu'il doit beaucoup mieux exploiter le ballon de la tête. Il y a trop souvent... Je vais essayer d'être sérieux, et d'être très premier degré. Offensivement, qu'est-ce qu'il a fait avec sa tête? Pas grand-chose.
Défensivement, je trouve qu'il y a encore du déchet dans son jeu de tête, donc c'est dommage quand tu mesures 2 mètres, je sais plus combien il mesure exactement. 13. Et je trouve qu'il est, mais c'est aussi rapport à sa jeunesse. Tu vois, j'essaie d'être sérieux. C'est aussi rapport à sa jeunesse. Il est parfois, il a j'allais dire des absences, des manques de lucidité tellement incroyables. Il peut craquer, j'ai l'impression. Et on a vu c'était face à qui blesse 2 mecs dans le même match là. Merde. Ouais, j'ai bouffé le match. Tu vois de quel match je veux parler, je pense bien. Ouais, mais j'ai plus l'adversaire non plus. Mais oui, je sais plus. Il y avait. Bon, bref. Il est. Voilà. Et en fait, je trouve qu'il. Voilà. Bon, c'est un jeune joueur encore. C'est vrai qu'il a un apport offensif ballon-pied au pied où on le voit souvent se projeter vers l'avant, etc. Bon. Mais puis j'en peux plus de ces coupes de cheveux, ça change toutes les semaines. À chaque fois c'est un délire. Bon, ça c'est rien. Évidemment là-dedans on est dans la. Alors le bandeau par contre faut oublier. Ouais, ça, le bandeau c'est bon. Bah c'était le bandeau qui avait failli tuer 2 mecs là. Exact. Je sais plus contre qui c'était. Donc évidemment sévère avec lui évidemment, mais il me convainc pas on va dire. Bon après c'est un jeune joueur. Il a le temps de progresser. Puis il rapporte des points en ce moment, c'est bien. Voilà, c'était la dernière question du coup, Pierrot ? Ouais. Eh ben, écoutez, ce que je vous propose, c'est d'en rester là. Pas de quiz cette semaine, malheureusement. Mais voilà, vous avez été super nombreux. La dernière fois que je suis allé voir les chiffres du Ferry Time, il y a 1800, 1900 personnes qui l'avaient vu en replay, en différé. Donc, merci à tous d'avoir été là. C'était vraiment un super délire d'être tous ensemble en direct sur Twitch. Et merci à tous de nous suivre toujours aussi nombreux. Raph, je te vois dubitatif. Dubitatif. Prêt à intervenir, tu voulais dire quelque chose pour conclure cet épisode ? Petite surprise la semaine prochaine quand même. Oui, c'est vrai, on n'a pas dit. On la tease un petit peu ? Bah oui. Eh bien, la semaine prochaine, nous interviewerons une légende du FC Lorient. Le joueur le plus capé. Ah là, la cartouche. Le joueur le plus capé de l'histoire du FC Lorient, parce que nous aurons le plaisir d'interviewer Fabien Audard en début de semaine prochaine pour une publication probablement mercredi prochain. Donc on vous sollicitera si vous avez des questions à poser à Fabien Audard. On a vraiment hâte de discuter avec lui, ça va être super intéressant et peut-être qu'il pourra faire avancer la date des travaux sur lui. Touche un petit mot pour la tribune. Voilà, rien d'autre à signaler. Merci à tous de nous suivre toujours plus nombreux sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous à Instagram, le post de Lucas est en jeu. Donc abonnez-vous à Instagram s'il vous plaît, ça fait plaisir, ça nous aide à démarcher les sponsors. Si vous êtes un sponsor et vous êtes intéressé par de discuter avec nous, une aventure commune. Une aventure s'offre à vous. N'hésitez pas. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas, vous leur dites de nous contacter, on est dispo. On n'a pas de problème, on a plein de choses, plein de projets qu'on essaie d'organiser, donc on a besoin de soutien, donc n'hésitez pas. Petit pouce sur YouTube, la cloche, tout ça, vous savez, vous abonnez. Merci à tous, et on se revoit la semaine prochaine avec Fabulous Fab. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Salut.